22 juillet 1934, 11h du matin. Harold May quitte la morgue de Chicago. Son boulot ? Réaliser des moulages de corps humains. Et aujourd'hui, il transporte un petit trésor. La reproduction du visage d'une véritable star. Harold May avance comme il peut vers sa Ford Model A, mais il y a du monde partout. Des centaines d'hommes et de femmes venus voir la dépouille de ce type fraîchement tué par la police. Ce fugitif recherché depuis des mois, l'ennemi public numéro 1, désormais mis hors d'état de nuire. C'est la plus belle prise du Bureau of Investigation, le futur FBI. Un criminel qui fait des gros titres. Un gars décédé à seulement 31 ans. Un gangster, un vrai. Un certain John Dillinger. En 1903, on dit que c'est l'un des endroits les plus vivants du monde. Nous sommes au cœur du Midwest, à Indianapolis, au croisement entre Illinois et Washington Street. Il y a des passants par centaines, des tramways, des vélos, des charrettes, des commerces, des immeubles flambant neufs. C'est l'archétype de la vie moderne. Ce nouveau monde est apparu là, en quelques décennies, fondé par les Américains, ce peuple fraîchement créé avec des Allemands, des Irlandais, des Européens, venus ici pour démarrer une nouvelle vie. Parmi eux, il y a John Wilson Dillinger et Molly Ellen Lancaster, les parents du petit John Herbert Dillinger Jr., né le 22 juin 1903. « 1907. L'hiver est rude à Indianapolis. Le thermomètre affiche moins 15 degrés Celsius. Le vent fait tournoyer les flocons de neige devant une petite maison à la devanture en bois. La police d'Indianapolis vient constater le décès. Molly Ellen Lancaster, épouse Dillinger, âge 37 ans. Cause du décès, méningite. Enfant, Audrey, 14 ans. Et John, 3 ans. Son béret vissé sur la tête, John regarde la scène, dans l'entrebâillement de la porte. Des inconnus déposent sa maman dans un grand tissu blanc, et puis, sans dire un mot, ils l'emportent. John sait à peine parler, mais il a compris. Maman est morte. Cela veut dire, comme lui a expliqué son père, qu'elle ne se réveillera pas et qu'elle ne reviendra pas. Il n'a pas eu le droit de lui faire de câlins à cause des microbes. On lui a juste autorisé à la regarder, de loin. Au milieu de la nuit, John se réveille en pleurs. « Maman, maman, je veux maman !» Son père arrive. John se débat, à moitié endormi, prisonnier de ses sanglots. Le père Dillinger est démuni. Il ne s'est jamais vraiment occupé de ses enfants, à part pour leur apprendre la discipline. La mort brutale de sa femme, il n'y était pas préparé. Alors pour une fois, il prend John dans ses bras, tente de le calmer, comme il peut. Lui dit « Je t'aime », maladroitement, et le berce grossièrement dans ses bras. John Wilson Dillinger n'est pas un homme affable. Il a lui-même été élevé dans la rigueur des Quakers, ce mouvement religieux venu d'Angleterre qui prône la simplicité et la sobriété. C'est un père dont les rares signes d'affection sonnent immanquablement faux. Ce petit garçon, il ne parviendra jamais à le consoler. Le soleil est revenu sur Cooper Street.
Les flaques d'eau boueuses rendent les routes en terre glissantes et impraticables. Le garçon de 7 ans saute à pieds joints dans la boue. Il crie « Police !» Sort son revolver en bois et tire « Je t'ai eu !» dit-il. C'est John Dillinger. Il passe des heures à jouer à la police et aux voleurs, avec ses camarades de classe. Il regarde autour de lui les poteaux électriques qui tirent des câbles à perte de vue, les cheminées des usines au loin, les routes qui semblent interminables. Et si le monde devenait son terrain de jeu ? John a brutalement l'impression qu'il serait bien plus excitant d'y jouer pour de vrai, à la police et aux voleurs. Deux officiers de police se rendent à proximité de la voie ferrée. Un train de la Baltimore and Ohio Railroad a failli dérailler, car l'aiguillage a été modifié. Un acte de malveillance, à l'origine d'un vol de marchandises. Le conducteur ouvre un wagon. À l'intérieur, il y a une forte odeur d'alcool. C'est une cargaison de bourbon. Et il manque plusieurs bouteilles. Dans le fond de la classe, John Dillinger et ses camarades ne peuvent s'empêcher de rire. Ils ont 9 ans et ils sont ivres. Ce matin, ils se sont fait un train et ils ont piqué des bouteilles. Le maître ne les remarque pas, pour l'instant. John veut éviter à tout prix de se faire remarquer, sinon son père va encore le frapper. Le juge a une petite moustache noire, des lunettes rondes, un air sévère. Dans son veston, une serviette blanche. On dirait un vrai tribunal, sauf qu'ici, on ne traite que des affaires de délinquance juvénile. Les voleurs de pommes et de bicyclettes. Le prochain accusé fait son entrée. Le juge regarde le dossier. John Dillinger Jr., 10 ans. Le père Dillinger a déjà tout essayé pour son fils. L'enfant est de plus en plus incontrôlable. Cette fois, il a volé du charbon dans la locomotive d'un train. Un ami de la famille lui a soufflé l'idée. « Emmène-le au tribunal pour enfants, ça lui fera pas de mal. » Le juge regarde le petit John Dillinger. Ce garçon a l'air malin, mais aussi terriblement impertinent. John fixe le juge dans les yeux. Il mâche son chewing-gum avec insistance, n'a même pas retiré son bonnet et se tient sur le banc de façon nonchalante. John n'a peur de personne, encore moins d'un tribunal en toque. Il le sait parfaitement. Ici, on ne risque aucune peine, alors ça ne sert à rien de s'inquiéter. Le juge en voit souvent des petits sauvages, des garçons qui semblent avoir grandi dans la rue. Il regarde à son tour John Dillinger dans les yeux. « Vous êtes un petit esprit dérangé. Vous allez mal finir, croyez-moi. » Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Tous ses copains sont rassemblés devant le mur en briques. La terre s'élève dans un nuage de poussière. Les adolescents l'encouragent. « Vas-y, John, tape plus fort !» À 13 ans, Dillinger est déjà grand. Le combat de rue, c'est sa nouvelle spécialité. Non pas qu'il cherche les problèmes, mais il déteste se faire avoir. Le combat commence, il tient sa garde, comme à la boxe. Il est souple sur ses jambes. Il se prend une droite, envoie un uppercut, finit par attraper son adversaire par le col. Le combat s'achève au sol. John gagne le plus souvent, parce que c'est lui le plus hargneux. Celui qui répète « J'ai rien à perdre !» Par contre, il refuse de tricher. Il ne sort jamais un couteau, pas comme d'autres gamins qui n'ont aucune morale. Et puis, il ne faudrait pas abîmer ses vêtements. Son père lui a déjà dit qu'il n'en achèterait pas d'autres. Dillinger, le père, voit bien que son fils évolue de façon catastrophique. Quand l'adolescent lui a dit qu'il arrêtait les études, il n'a même pas réagi. John passe ses journées en ville. Le père Dillinger ne sait pas trop ce qu'il fait et préfère ne pas demander. Le garçon adore sa ville, Indianapolis.
Il aime l'agitation permanente, la foule, les voitures. Il passe son temps dans les bistrots à jouer aux cartes, au billard et parfois même aux machines à sous illégales. Un soir, le père annonce à son fils « John, demain, nous partons vivre à la campagne, à Mooresville. C'est à plusieurs miles de la ville. Là-bas, ce sera plus calme. Tu auras de meilleures fréquentations. Ça te remettra dans le droit chemin. » John Dillinger déteste la campagne. Il hait les Quakers et leur église ridicule. Chez les bouseux, il s'ennuie ferme. Il veut de l'action, des dollars. Heureusement, maintenant qu'il a un petit boulot, il a déjà sa Chevrolet et retourne dès qu'il peut à Indianapolis, sortir avec ses copains et rencontrer des filles. John Dillinger est maintenant un homme de 20 ans, séduisant, charismatique, parfaitement conscient de ses atouts. Pourtant, en ce mois de juillet 1923, il ne s'est jamais senti autant énervé. Dans l'église des Quakers, où son père l'a encore traîné, il écoute le sermon, mais bouillonne intérieurement. Une fille lui a dit non. Enfin, pas elle, ses parents. Elle s'appelle Frances. C'est la belle-fille de son oncle. John veut l'épouser, mais la famille a mis son veto. John a mauvaise réputation. On connaît son histoire, ses humeurs, ses excès. Il serre les dents, se lève, sort de l'église et sur le parking, vole une voiture. Sur la route qui mène à Indianapolis, 2 policiers en patrouille remarquent un véhicule qui roule beaucoup trop vite. On lui fait signe de s'arrêter. Le conducteur a l'air louche. Dans ses yeux, on sent que quelque chose ne va pas. Il refuse de se laisser fouiller. Un policier s'approche. Dans la poche de l'homme, on découvre un revolver. John avait pris une arme avec lui. Quelle bêtise! Il détale comme un lapin. Pour lui, c'est toujours le même jeu. Rien n'a changé depuis qu'il est enfant. Sauf que là, les policiers le poursuivent et lui tirent dessus pour de vrai. Les années passent. Dillinger se marie. Il s'engage dans l'US Navy avant d'être renvoyé. De retour à Mooresville, il s'ennuie. Il commence à fréquenter Edgar Singleton, un type qui a fait de la prison. Les 2 hommes commencent à imaginer des coups de plus en plus risqués. Dans les locaux de la police de Mooresville, on en rirait presque. Cette affaire, c'est un vrai travail d'amateur. 2 types ont braqué l'épicier de la ville. Ils lui ont frappé le visage avec la crosse d'un revolver, tout ça pour piquer $50. Sauf que les agresseurs n'avaient pas caché leur visage. Et un curé, qui passait par là, les a immédiatement reconnus. L'un d'eux s'appelle John Dillinger. Bizarrement, le père de John Dillinger ne s'est même pas énervé. Tout ce qu'il veut désormais, c'est que le juge soit clément avec son fils et qu'il évite la prison. Dillinger veut plaider non coupable, comme son copain, Singleton. Et pour son père, il doit plaider coupable. L'avocat a dit que c'était la meilleure façon d'être bien vu par le juge. Le juge révèle la sanction. 10 à 20 ans de prison ferme sont requises contre Dillinger. C'est-à-dire beaucoup plus que la peine requise contre Singleton, son complice. Le père de John est sous le choc. Il regrette amèrement d'avoir poussé son fils à se déclarer coupable. Quant à John, il ne réalise pas encore. Mais ces années de prison seront une parfaite formation.